Bonjour et bienvenue dans votre hebdo de la semaine. Retour sur l'actualité vendéenne du lundi 29 juillet au vendredi 2 août. Les organisateurs ont annoncé en milieu de semaine l'annulation de la 53e édition du Tour de Vendée cycliste professionnel. La course devait se dérouler le 5 octobre. La raison invoquée est le manque de budget après le retrait de certains partenaires. La course devrait faire son retour en 2025. Plus d'explications avec Mathis Pires. Et oui, le manque de financement a joué un rôle majeur dans l'annulation et le report du Tour de Vendée. Certains partenaires privés ont revu leurs engagements vis-à-vis du Tour, causés par les tensions économiques actuelles. C'est une grosse part du budget qui s'envole. Écoutez le président du comité d'organisation. Le Tour de Vendée, c'est à peu près 350 000 € pour la course, pour une journée. Là, la partie partenaire privée, ça représente 150 000 € et il nous manque un tiers. Autre raison de ce report, le manque d'équipes. Seulement 14 inscrites initialement. Il y en a 18. Alors la décision est prise, report à 2025 de cette 53e édition et éviter un Tour de Vendée en demi-teinte, annonce Vincent Calandro. Toujours en sport, une médaille de bronze pour un Vendéen aux Jeux Olympiques. C'est Léo Bergère qui est venu chercher la 3e place lors du triathlon. Lui qui est licencié au club de Saint-Jean-de-Mont. Une course compliquée puisque les favoris sont restés groupés jusqu'à l'entame de la course à pied. Son coéquipier et Vendéen également, Pierre Lecor, termine lui à la 4e place. Les deux triathlètes ont encore une chance de médaille lundi matin avec l'épreuve du relais mixte. Les 14 mairies du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ont fermé leurs portes mardi matin et ce jusqu'à un nouvel ordre. Une décision des élus en protestation contre l'installation illicite de 500 caravanes de la communauté des gens du voyage à Bretignolles-sur-Mer et le Fenouillet. Mais les portes des mairies devraient rouvrir ce lundi puisque les terrains devraient être libérés dans le week-end. Aujourd'hui, ce terrain, il est vide. Alors que sur nos communes, des terrains qui n'ont pas cette vocation d'occupation par les gens du voyage sont pris de manière illicite et sans autorisation aucune. On a tout le temps les mêmes explications. Le terrain ne nous convient pas, il est pas suffisamment grand, il est trop grand, l'herbe est trop haute, l'herbe est pas assez haute. Enfin, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, mais ça fait des années que ça dure. Et nous sommes allés constater encore ce matin, le terrain est complètement adapté pour pouvoir les accueillir. Les maires redisent que bien sûr, on accepte les communautés des gens du voyage ici, on les reçoit depuis très longtemps. On accepte leur façon de vivre et on la comprend très bien et on la respecte. Mais il faut qu'eux aussi puissent comprendre quelles sont nos contraintes. La demande de l'État sur les terrains, c'est 4 hectares. Le nôtre fait 5,5 hectares. Donc il est complètement dans la norme. Au contraire, il est même au-dessus de ce qui est demandé par l'État. Il faut savoir qu'aujourd'hui, trouver des terrains de grand passage en zone littorale, c'est compliqué. À partir du moment où le terrain est plein et que d'autres groupes veulent s'installer, on trouvera des solutions. Mais là, on ne peut pas accepter que le terrain soit vide et qu'il soit installé sur des terrains de façon sauvage. La Vendée était en alerte orange canicule en début de semaine, une alerte qui a pris fin jeudi matin et la chaleur s'est bien fait sentir. Il a fallu adopter les bons gestes pour se protéger et protéger ses proches. Pensez notamment à bien s'hydrater. Les Vendéens, comme les touristes, ont donc cherché les points de fraîcheur. Les piscines et les plages ont été prises d'assaut, comme l'a constaté Mathis Pires à Saint-Jean-de-Mont. Sur les tatouages. Pour Célia et Amandine, c'est après-midi plage. Mais avec ces fortes chaleurs, avant, elles se protègent. Tiens, mets-toi de la crème sur le visage. Toujours important, si on veut éviter les pires maladies, de se protéger, surtout quand on est jeune. Donc on fait ça, quoi. C'est la première chose qu'on fait en arrivant sur la plage. En plein soleil, le thermomètre est monté jusqu'à 37 degrés ici. Alors pour les vacanciers de ce camping, difficile de quitter l'eau. Avec des chaleurs comme ça, de toute façon, il faut aller dans l'eau, il n'y a pas de choix. Et puis, autrement, on étouffe. Ça sera piscine, je pense, toute la journée, rafraîchissement. Et puis voilà. Pour les accueillir, le gérant s'y était préparé. Donc là, 28 degrés, donc c'est parfait pour profiter de la piscine, se rafraîchir, rester dans l'eau. Depuis ce matin, tous ses clients passent par la piscine. Là, les piscines sont vraiment exploitées à fond cet après-midi parce qu'on a les grandes chaleurs d'un seul coup. On les attendait depuis un petit moment. Donc forcément, pour se rafraîchir, pour profiter du soleil, tout le monde vient à la piscine. Comme 56 autres départements, la Vendée est placée en vigilance orange canicule. Alors avec ce soleil de plomb, quelques conseils. Dans l'idée, un flacon comme ça qui paraissait important, quand on en utilise régulièrement, c'est à peu près une semaine d'utilisation pour une personne. Donc toutes les 2 heures ou après chaque baignade, si vous pouvez, remettez de la crème solaire. La vague de chaleur risque de durer encore quelques jours. Alors, autre recommandation, bien s'hydrater.
S'adapter aux nouvelles règles de stationnement dans le centre-ville des Sables-d'Olonne n'est pas forcément simple. Elles sont jugées contraignantes par certains. Il faut y ajouter les coûts parfois importants des places de parking. Alors des solutions émergent, parmi elles le vélo, la marche, mais aussi des navettes gratuites, les marinettes. Alors comment cela fonctionne-t-il? Quelles sont justement ces nouvelles règles? Voici les explications de Mathis Pires. Prendre le bus plutôt que la voiture, voilà le nouveau quotidien de Mélanie. Non, ça s'arrête. Pendant l'été, cette habitante proche du centre a complètement délaissé sa voiture. Et après, il y a tellement de navettes toutes les 10 minutes que... Tous les jours, on prend la navette pour aller à la plage ou dans le centre-ville. Quand on fait des après-midi de 14h à 19h à la plage, niveau parking, ça coûterait vraiment cher. Pour 4 heures de stationnement, Mélanie payerait plus de 6,50 €. En venant tous les jours, son budget parking s'élèverait à 182 € en un mois. Alors comme elle, de nombreux Sablais se garent à l'extérieur de la ville. Il faut reconnaître que le côté stationnement ici est assez onéreux. Voilà, et là, le fait que ce soit gratuit, c'est bien pratique, quoi. Ils viennent, ils se stationnent sur ce parking, ils montent directement dans les marinettes et ils peuvent aller à la plage où ils veulent sans payer, c'est gratuit. Ici en Pointillé, les places de parking sont payantes toute l'année. Et du 1er juillet au 31 août, dans cette zone en vert, le passage de voitures est filtré. L'objectif, éviter les voitures ventouses et ramener plus de clients au commerce. Moi, au niveau des retours, en tout cas, j'ai quand même des clients qui disent qu'ils trouvent plus facilement des places de stationnement parce qu'il y a un turnover qui est plus rapide en fin de compte. Les riverains, eux, peuvent souscrire à un abonnement 120 € par an la première voiture et rajouter 700 € pour la deuxième. Un budget conséquent pour Patricia, riveraine retraitée. Elle a dû vendre sa voiture. Je fais tout sans voiture. Et je suis âgée et c'est dur. Chaque jour en moyenne pour ce mois de juillet, 2665 personnes ont pris les navettes gratuites et ont laissé la voiture à l'extérieur de la ville. Et la météo se prête à de belles journées sur la plage, mais attention, lors de la baignade, le risque existe. La saison 2023 avait été particulièrement meurtrière avec 12 décès par noyade en Vendée. Cette année, une personne est décédée et plus récemment, ce sont 2 jeunes enfants qui ont dû être secourus dans une piscine. À l'occasion de la journée mondiale de prévention des noyades, les sauveteurs ont fait le point. Quelques petits sauvetages, quelques appels en partenariat notamment avec les pompiers, avec les relais, avec le CROSS, sur des zones qui ne sont pas forcément dans notre zone de surveillance déterminée, mais on peut être amené à travailler sur des zones extérieures. Donc on a été amené à sauver 2 personnes qui étaient prises dans un courant. Et également après sur la plage, beaucoup de prévention aux gens. C'est ce qui nous permet de ne pas avoir à agir. En fait, si on peut prévenir avant et que les personnes ne soient pas en situation de difficulté, c'est vraiment le plus gros de notre boulot. Et après, des petites aides à baigneurs quand c'est nécessaire. La glace, c'est le produit phare en cette période. Mais achetez-vous une glace maison faite à partir de produits de qualité ou une glace à base de produits industriels. Difficile de le savoir et les devantures des glaciers sont parfois trompeuses. Fabrication artisanale, artisan glacier, fait maison. Qui dit vrai? Kim Bastard a mené l'enquête pour nous. Tous les après-midi, Martial Avril se retrouve dans son laboratoire pour préparer de la glace. On va pasteuriser à 85 degrés. On va laisser redescendre à 4 degrés et ensuite on va laisser maturer. Fabriquant lui-même son produit avec des ingrédients de qualité, il a quelques astuces pour repérer les glaces qui ne sont pas réellement faites maison. Une glace artisanale, ça n'a aucune valeur. Voilà. C'est absolument pas une garantie pour le consommateur. Si c'est écrit glace maison, il y a peu de doute que ce ne soit pas lui. Là, déjà, on a rétréci le champ des possibles. On va aller regarder la pistache, par exemple. Une pistache, ça ne peut pas être fluo. C'est pas possible. Si on travaille vraiment avec une pistache, une pâte de pistache, au bout du compte, on aura un produit qui sera d'un vert très très pâle, un vert olive. Ça doit vous sembler naturel, tout ça. Aux herbiers, à la ferme Cœur de Vendée, on peut difficilement faire plus naturel. On produit le lait, on transforme le lait et on va jusqu'au consommateur. Chocolat, vanille, caramel ou encore café, les autres ingrédients sont aussi choisis avec soin avant de passer à l'étape du foisonnement. Et là aussi, les glaciers fabricants se distinguent des industriels. L'industriel, lui, il va mettre de l'air avec un fraiseur. La glace se vend au litre. À partir du moment où on met 1 litre de glace avec une certaine proportion d'air dedans, plus on va injecter d'air, plus on aura de volume de glace avec la même quantité de mixte, et moins ça coûtera cher à l'industriel. Concrètement, la glace industrielle est moins chère, mais vous achetez de l'air.
À Saint-Christophe-du-Ligneron, les clients du GAEC La Belle-Thière ont bien senti la différence. Ici, le pot de glace de 490 ml et 380 grammes est à 6,50 €. On a été séduits par cette production, voilà, puis nous avons goûté et nous revenons. Elle est plus compacte et le parfum est quand même plus savoureux que les glaces industrielles. Et en plus, c'est fait avec le lait directement de la ferme. Et pour trouver de vraies glaces faites maison autour de chez vous, Marie-Ange Fouquet, co-gérante du GAEC, utilise l'application Snowbell. Et donc normalement, grâce à cette application, c'est géolocalisé. Et en fonction de votre localisation, vous retrouverez les glaciers qui sont vraiment des artisans qui fabriquent leurs glaces eux-mêmes. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour consommer local et fait maison. Nous vous avons proposé cette semaine une série de reportages sur les châteaux et lieux historiques vendéens. Je vous propose de revoir le premier épisode, direction Sigourney, où le temps d'un week-end, un campement médiéval a pris place. L'occasion de se plonger dans la vie quotidienne d'un château féodal. Costume d'époque, combat de lancer d'épée, activités d'autrefois. Le château de Sigourney propose des activités tous les jours jusqu'au 1er septembre. Direction donc le XIIe siècle avec Grégoire de Châtillon. Épée, lance, bouclier, nous sommes au XIIe siècle et comme tous les jours ici, on se prépare au combat. On va combattre longtemps, mais par petits intervalles. En fait, il y a des moments où on a des pauses intermédiaires. D'ailleurs, le but d'un combat n'est pas de tuer son adversaire, mais de le mettre hors d'état de nuire. Il faut savoir qu'il y avait 3 catégories de gens. Les laboratores, donc les paysans, le clergé, qui eux faisaient, donc, qui priaient Dieu, et les combattants, qui étaient nous, les chevaliers, etc., tous les gens d'armes. Reproduire les mouvements de l'histoire, les gestes et le quotidien dans un campement médiéval, rien de mieux que le château féodal de Sigourney, un château qui constitue l'un des meilleurs exemples d'architecture militaire du Moyen-Âge en Vendée. Les premières traces du château datent de 1035, donc c'est très ancien, mais c'est sûrement pas le château actuel. Celui-ci a été, j'ai envie de dire, remanié après la guerre de 100 ans. Tir à l'arc, atelier, artisanat d'époque sont au programme dans la cour du château. Cet outil, c'est un tour à bois, donc type XIIIe siècle. Donc avec cet outil-là, on peut principalement faire de tout ce qui est bol, assiette. Un voyage dans le temps avec son incontournable visite guidée. Ils étaient un peu inquiets parce que la famille de l'Épinay, ils avaient une grande collection d'armes de famille qui remontait notamment jusqu'à l'époque napoléonienne. Une visite guidée avec sa collection unique de 800 blasons territoriaux. Le château de Sigourney est animé quotidiennement jusqu'au 1er septembre. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette série donc de reportages sur les châteaux et lieux historiques de la Vendée sur notre site tvvendée.fr. Pour rappel, nous vous avions fait également découvrir le château de Terre-Neuve, celui d'Evrier ou encore la commanderie templière de Puyraveau. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. L'actualité vendéenne revient dès lundi à 12h30 avec le journal présenté par Julie Moreni. Et on se quitte avec ces images de ce spectacle son et lumière qui se déroule tout l'été à Vouvant et qui raconte l'histoire de la fée Mélusine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end sur TV Vendée, bien sûr.